Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la dette américaine, mais d'abord on va faire bien évidemment comme d'habitude l'analyse technique fondamentale et liquidité sur Bitcoin. On passe tout de suite en partage d'écran, j'en profite pour vous dire de vous abonner, mettre un like, ça c'est super important, prenez les 2-3 secondes pour remercier le créateur de contenu de vous avoir mis le contenu à disposition, et puis on attaque tout de suite et éventuellement bien sûr nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Je fais tous les jours une vidéo également privée, donc du coup vous pouvez cliquer sur rejoindre en dessous de la vidéo pour éventuellement, si ça vous intéresse, avoir accès à cette vidéo privée. On est ici en daily. Personnellement, moi ce que je vois pour le moment éventuellement se dessiner, c'est soit un triangle en fait, tout simplement, avec ici en général on fait les triangles en 5, donc ça serait une 1, une 2, une 3, ici on ne teste pas la 4, donc la 4 elle va se présenter comme ça si jamais elle se présente, ensuite une 5 et ensuite une continuation baissière. Ça c'est la logique on va dire chartiste. Néanmoins vous savez que sur Bitcoin on travaille beaucoup en liquidité et que parfois le chartisme n'est pas toujours le bon endroit. Néanmoins ce qu'on peut voir ici c'est qu'on a un potentiel rejet par la trend qui est celle-ci. On a cassé celle-là et celle-ci, donc on a un point pivot qui est ici à 28,2. Extrêmement intéressant ce point pivot. Pourquoi? Parce que vous comprenez ici que si on vient accoucher des distributions, des trendlines de distribution, eh ben, il y a un moment donné où on les met à plat, c'est-à-dire qu'on attaque le niveau. Sous-entendu, peut-être que la suite logique ici, c'est ça. Donc ne pas donner raison à ce triangle, mais plutôt donner ici raison à une correction ici haussière qui se présente différemment. Pour le moment, on ne peut pas parler de trend haussière, que ce soit en daily, que ce soit en weekly également. Par contre, on a une jolie trend haussière ici sur le 4 heures qui peut potentiellement venir chercher ce niveau-là. Au moment où on vient chercher ce niveau-là, comprenez bien qu'on est potentiellement en train de retourner la daily, puisque la daily, elle se présenterait du coup comme ceci avec un nouveau plus haut. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être ici une sorte de canal, bear flag, autre chose qu'un triangle en tout cas. Et bien évidemment, on ne confirmera réellement ce triangle que quand on aura une cassure à la fin de 5 vagues. Cela dit, ce rejet ici par la trend, on va dire qu'il est normal, c'est une réaction normale, ça ne veut pas dire qu'il va rejeter nécessairement ad vitam aeternam, mais on peut peut-être ici se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à prendre en se disant que qu'est-ce qui casse une trend en général, c'est un niveau. Ici on a un très joli niveau 4 heures, donc peut-être potentiellement ici se dire qu'on va rejeter et ensuite si on doit tenir ce niveau-là et qu'il y a une réaction sur ce niveau-là, et bien tout simplement venir chercher là pour le coup le point daily dont je vous parlais, à savoir 28,2. Si on confirme au-dessus de 28,2 et qu'on repasse longuement, ce que j'entends par repasser longuement, c'est ne pas faire ici ce que j'appellerais un bear flag. C'est pour ça que je vous ai mis ici cette parallèle, même si elle est bien placée, puisqu'on prend ici la rouge. Et là, on fait un bear flag et on décale en dessous. Et ça nous donnerait des targets que je vous ai déjà exposés sur la chaîne. Cela dit, ici on a un peu de liquidité pour le moment, donc quand on vient tester ce niveau, il est possible qu'on mèche en dessous, d'accord? Ce qui ne nous donnerait pas de réponse, au sens où si jamais par exemple on venait à visiter 25,3, ici, la zone que je vous ai mis où moi je pense sincèrement rentrer assez fortement en short, et bien à ce moment-là, il est possible que du coup on ait ce triangle, mais que ce triangle derrière nous vienne à casser à la hausse, d'accord? Les triangles, 57% de cassure baissière, 45% de cassure haussière, donc on est pas loin d'une chance sur deux. Ça fait pas 100, il y a un problème. Si, c'est bon, si, c'est ça. Non, c'est pas ça. 57, 45, excusez-moi, je me repose une petite seconde. 57,43. Je vérifiais s'il n'y avait pas des sorties par le côté également, mais 57,43. Donc du coup, voilà un peu l'idée. Ce triangle n'est pas validé pour le moment, on est juste sur une contraction. Il arrive parfois que sur Bitcoin, les contractions nous donnent tout simplement derrière un range. Donc là, on va s'ennuyer pendant un moment, mais il y a quand même des affaires à faire ici dans la zone.
Ensuite, on peut regarder également pas mal d'autres choses. Alors déjà, on va enlever ici cette barre de résistance, puisque désormais, on l'a perforée 2 fois. On va garder les deux niveaux qui sont intéressants au milieu, à savoir là, cette latéralisation, et ici, en général, vous voyez qu'on repoussait par le passé. Est-ce que ça pourrait devenir un support? Ici, 26816, j'irai vous faire, bien évidemment, l'article un petit peu de ce que je pense en fin de vidéo. En tout cas, sur la daily, le rejet ici, et vous comprenez que là, en plus, on a 2 trends de distribution, à savoir la trend que je qualifierais d'historique, qui est là depuis plusieurs mois, et celle qui est ici, et qui est là depuis désormais le 17 août, donc à peu près un mois et demi. Donc c'est un peu normal qu'on ait une réaction sur ce niveau-là. Je suis d'ailleurs moi en short pour éventuellement prendre en fait le mouvement pour aller ici au 27.1 avec bien sûr des TP partiels ici, vous les voyez d'ailleurs sur la charte, et ici tout simplement on m'a dit moi, je crois que c'était dans les commentaires d'hier, j'ai pas encore répondu, pourquoi, enfin ta charte elle est super chargée etc. Bah oui, c'est parce que j'ai besoin de voir ces choses-là. Quand je regarde la daily, j'ai besoin de savoir que là il y a quelque chose en 4 heures, j'ai besoin de savoir que là avant il y avait quelque chose en daily, et j'ai besoin de savoir que là il y a quelque chose en 4 heures. J'ai besoin d'avoir toutes les trends précédentes. On garde bien ici 28.2 comme étant un potentiel point pivot à la hausse. On peut, je pense, effacer pour le coup ces deux-là, puisque pour le coup elles sont cassées. On voulait les garder pour avoir cette idée de point pivot précédemment. Et voilà, donc l'idée elle est là. On couche une accumulation, donc le prix se relève. Quel est le point pivot que je peux éventuellement venir chercher? Vous l'aurez compris, 28.2. Donc sur le long que j'avais mis en place hier, j'ai chopé tous mes TP, sauf mon runner. J'ai gardé un runner à 10% qui pourrait pour le coup aller à 28.2. Donc ne pas hésiter ici à garder des runners avec des targets irréalistes. Vous comprenez qu'ici on jouait un rebond finalement sur la 4 heures, donc on est allé chercher des points qui étaient logiques en 1 heure ou 4 heures. Personnellement, moi mon TP max il était à 26 650, donc carrément ici vous voyez. Donc là j'ai loupé une partie de la hausse, oui, mais j'ai encore mon runner qui est dedans. Ici j'ouvre un short en me disant que on pourrait, et là on parle d'intraday, on parle de choses qui sont pour aujourd'hui. Et encore une fois, si on va sur le 4 heures, vous voyez ici cette latéralisation. Pourquoi mon premier TP il est autour de 28 852? Parce qu'on peut très bien faire un range qu'on casse en haut. On peut très bien également ici, vous le comprenez, faire une fausse sortie sur les deux trends, les casser les deux, pas forcément casser le niveau haussier ici, mais faire un fake out et ensuite réintégrer. Donc là, ça me sortirait littéralement de mon short. Voilà, vous comprenez ici que ceinture bretelle, on joue bien évidemment la sécurité. Donc voilà un petit peu l'idée. Vous comprenez également ici que on ne voit pas réellement de structure de retournement pour passer short avant d'aller voir les toutes petites time frames. Ici on voit un range en 1 heure et il faut aller au-delà du 15 minutes ici. Il faut se dire que ça c'est un double top et il faut même aller jusqu'au 5 pour se dire bon, on a une structure ici baissière, on commence à avoir de la baisse, donc c'est très tôt pour parler effectivement d'un short, mais le fait de le prendre maintenant peut vous donner à minima un petit peu de profit sur la zone. Quand vous voyez que la 5 minutes ici se retourne, qu'elle vous donne une jolie trend à la baisse, et ben pourquoi pas, je dirais, aller éventuellement se positionner sur un short. Si jamais vous sentez que vous êtes beaucoup exposé par rapport à l'endroit où est la chart, à ce moment-là, vous essayez de suivre la trend. Vous allez probablement vous faire sortir à un moment donné, mais vous prendrez du profit. Et voilà l'idée, hein, tout simplement. Ici, si jamais d'un coup on pulse vers le bas, qu'on casse tous ces niveaux-là, etc., vous serez dans le train, on va dire, voilà, je vois les choses personnellement, moi, comme cela. Maintenant, ce qu'il faut voir également, c'est que on a un Ethereum BTC qui est en ce moment à l'appréciation, et ce de manière plutôt sympathique, c'est-à-dire que je vais vous mettre ça comme ça, en l'occurrence, vous le voyez ici, Ethereum BTC qui semble bien se reprendre. On avait ici une résistance qui vient de percer à ce stade, tout simplement sur le fond de l'idée que les futurs Ethereum vont être ouverts à partir de lundi, c'est-à-dire que lundi vous aurez des futurs ouverts sur Ethereum. Ethereum qui est un petit peu dans la même contraction que BTC, vous le voyez ici, là, cette espèce de triangle comme ceci. Pour le moment, pour le coup, lui, il est en train de casser son... Je vais vous mettre comme ça. Alors, est-ce que c'est un fake out ou une vraie cassure? C'est ce qu'on verra dans la journée. Mais il est en train de casser la distribution précédente, qui était comme ceci, hein, grosso modo.
Donc là, pour le coup, Ethereum est sur une cassure, mais il est largement en retard sur Bitcoin, et il est en train de prendre ici, de rattraper son retard, puisque vous comprenez que Bitcoin, je dirais qu'il est à peu près par là, si on regarde cette mèche-là, hein, en gros, il est légèrement au-dessus encore, mais là, Ethereum rattrape son retard. J'ai malheureusement pas ouvert je l'ai fait beaucoup de fois, cette idée d'un rebond Ethereum contre BTC, j'ai beaucoup de fois ouvert un trade en parallèle sur Ethereum également, et à chaque fois, il a sous-performé, et là, vous voyez que le moment où vous êtes un petit peu fatigué de tenter une stratégie, et ben c'est très exactement le moment où finalement le truc arrive, malheureusement, mais c'est comme ça. Ensuite, stablecoin dominance. Stablecoin dominance, on l'a pas fait depuis un moment. Qu'est-ce qu'on a sur la stablecoin dominance? On a un très joli range pour le moment. On est sur un point où la stablecoin dominance pourrait rebondir. En tout cas, elle a déjà rebondi une fois sur cette zone. Ça voudrait dire de la baisse, effectivement, sur BTC. Et sur toutes les altes. Et si jamais par contre on enfonce, le prochain niveau d'éventuel support il sera ici. Donc ça veut dire concrètement, allez, on va aller voir où on était Bitcoin sur le 16 août précédemment et où on était Bitcoin. Allez, on va prendre ici 16 août et 1er septembre au plus bas. 16 août et 1er septembre au plus bas, ici vous le voyez, donc là on fait vous comprenez qu'on fait une extrapolation de ce que pourrait nous donner la baisse. J'ai dit 16 août et 1er septembre, 16 août quand on était au plus haut pour le coup c'était 28,7 et au plus bas c'était une journée très baissière le 16 août, non c'était celle-ci, 16 août pardon, 16 août au plus bas c'était 28,7 effectivement et ensuite on a dit 1er septembre. 1er septembre, on était au plus bas autour de 25,3. Donc vous voyez que ça corrobore peut-être pas mal la stablecoin dominance, en tout cas. Les deux scénarios que je vous propose, à savoir 28,2 ou au-delà, ou alors tout simplement un retest des 25,2. Donc là, la question c'est là ou là. Je vous donnerai après mon avis en fin de vidéo. Voilà pour la partie technique, je dirais. On a peut-être le total 3, regardez. On a un joli rebond des alts aujourd'hui. Vous voyez qu'on est sur, pour le coup, résistance. On est sous résistance. Si ça arrive à casser, si ça arrive à péter, c'est une très bonne chose. Donc une perforation haussière, je dirais, serait une très bonne chose, à la fois pour Ethereum, à la fois pour Bitcoin et à la fois pour les alts sur ce point-là. Mais comprenez bien que, et sur la stablecoin dominance, et sur le total 3, et sur, encore que c'est moins le cas peut-être sur Ethereum, eh bien on est sur une résistance. Donc il va falloir la casser pour prouver et passer au-dessus et s'affranchir de ces niveaux-là. En tout cas, jolie hausse hier. Personnellement, je m'en réjouis puisque j'étais en longue. En ce moment, pour moi, ça va plutôt bien, on va dire. Hier, en short, j'ai raté une entrée, c'est-à-dire je me suis fait SL sur une entrée. Je sais plus où c'était peut-être par ici. Sur ce niveau-là. Ensuite, j'ai attendu qu'on fasse le plus haut, j'ai attendu qu'on se remette un petit peu sur une forme de structure. Voilà, on va voir ici si cette histoire-là passe. Ça serait une bonne chose, sincèrement, en tout cas de corriger un petit peu. On verra aussi sur la liquidité où on en est là-dessus. En ce qui concerne les news Twitter, je vous invite également à nous rejoindre sur le Twitter. Le taux de criminalité qui a énormément baissé au Salvador, à savoir qu'on est passé un des pays les plus dangereux à un des pays les plus sûrs. Et ce depuis peut-être l'adoption du Bitcoin. 15 jours pour la SEC pour faire un vrai appel. Alors elle a dit qu'elle allait faire appel, mais pour l'instant elle ne l'a pas mis dans les tuyaux via ses avocats. Ils ont encore 15 jours pour le faire par rapport au procès contre Grayscale. La BCE qui veut recourir à l'intelligence artificielle pour mieux comprendre l'inflation. Ici, un très bon trade sur les yields, et on va parler après des yields, et on va parler vraiment de la dette américaine. Ça sera le sujet que je pense on fera tout à l'heure. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à le sauter, mais ça risque d'être une vidéo assez longue, puisqu'il y a pas mal de choses à expliquer. Ici, Coinbase qui récupère au niveau des Bermudes, de l'autorité des Bermudes, la possibilité de faire des perps. Donc Coinbase ne fait pas de perps pour le moment, il faut un petit peu d'options. En tout cas, en Europe, c'est comme ça, un petit peu d'options, et un petit peu de l'achat spot tout simplement. C'est une bonne chose pour l'action Coinbase, je pense que tout ça se mette en place.
Ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais les lunettes Meta qui effectivement sont prometteuses parce que discrètes et pleines de possibilités, je trouve en tout cas en termes de intelligence artificielle, lecture, recherche internet. On sait désormais également que ChatGPT est capable d'aller voir sur internet directement, alors qu'avant il était bloqué en 2021 sur la dernière version. Donc tout ça est extrêmement intéressant par rapport à la AI, la possibilité tout simplement de augmenter votre intelligence grâce à des accessoires. L'UE qui dépense 800 000 euros pour savoir comment les cryptos affectent le climat. Je suppose qu'il y a ici un cabinet qui va prendre de l'argent avec un stagiaire qui va faire des copies de ce qu'il voit sur Internet. Donc voilà, 3 sur 4 bitcoins qui sont tenus par des investisseurs à long terme. La SEC qui est en train de délayer, enfin de retarder la réponse sur tous les ETF. Donc hier on avait eu ARK21 et ensuite dans la journée on a eu également BlackRock, Valkyrie et Bitwise. Donc c'est une certitude dorénavant, vous n'aurez pas de réponse sur les ETF spot avant janvier 2024 à minima, qui sera la maximum deadline pour ARK21. Peut-être courant décembre, ils vont tous les accepter en même temps, pourquoi pas, histoire de leur donner la même chance à tous. Je doute ici qu'ils laissent BlackRock sur le côté et qu'ils donnent profit à ARK Invest, donc la société de Cathie Wood, pour être les premiers à proposer un test Bitcoin. On va voir comment ça se construit de ce côté-là, et bien évidemment un refus est toujours possible, hein. Il faut ici bien se dire que tout est possible, néanmoins on a quand même des très bonnes chances que ça soit accepté. Binance qui arrête ses opérations en Russie, je pense que c'est tout simplement pour se mettre compliant avec les États-Unis. Ici Bill Ackman qui est un milliardaire qui nous dit que en ce moment la dette américaine n'est pas un très bon investissement et que également les yields pourraient aller plus haut, et ça va nous enchaîner avec le sujet du jour. Ici aujourd'hui on aura le PCE et ça sera à 14h30, PCE qui devrait confirmer le CPI qu'on a eu en début de mois autour du 10. On va voir. J'ai pas regardé hier le discours de Jérôme Powell. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas. J'ai même pas vu ici d'article qui nécessairement en parlait. Bref, on a eu un petit peu d'action baissière, mais ça va pas. On a eu un peu d'action haussière juste avant le discours, un petit peu d'action baissière juste après, mais rien de bien fou de ce côté-là. J'ai pas l'impression qu'il ait dit des grandes choses. Voilà les aristocrates. Bon bref, ici on va passer là-dessus. Allez, on passe au sujet. Le sujet pour moi, c'est que on a le sentiment que tout le monde se détourne un petit peu de la dette américaine en ce moment. Pourquoi je dis ça ? D'abord, je vais vous montrer comment fonctionne tout simplement le système des yields, donc comment marche la dette américaine. On va prendre ici l'exemple des taux à 10 ans. Et on a déjà fait des vidéos là-dessus sur la chaîne, mais c'est voilà pour vous montrer ici un petit peu l'idée des taux à 10 ans. Tout simplement, vous avez ici le marché des taux à 10 ans et vous avez également d'un autre côté les TLT. Qu'est-ce que les TLT ? Ce sont les bons d'occasion. Si jamais ici je vous montre la charte du rendement qui en ce moment sont à 4,53 des taux à 10 ans, en fait ils sont mis en place par le marché, contrairement à là où la Fed nous propose les taux à court terme, donc les taux de refinancement finalement entre les banques, et bien c'est le marché qui décide à combien doivent être les taux à 10 ans. Donc c'est une forte anticipation du marché de là où va être l'inflation dans 10 ans. Donc là vous voyez que le marché price probablement une stagflation, ou en tout cas le fait qu'on reste dans une économie inflationniste. Là où je vais vous mettre le TLT derrière, ou on va peut-être faire l'inverse, on va faire comme ça. Je vous mets le TLT, comme ça, tac. Ok, on va peut-être se mettre même en... Non, on va rester comme ça. Et je vous ajoute dessus les taux à 10 ans, et vous allez voir qu'il y a une corrélation inverse qui est presque parfaite. Je prends la charte des TLT et je l'inverse, ok ? Et là, vous allez voir, effectivement, vous le voyez, les bons d'occasion, donc les TLT, bien évidemment, ont une corrélation inverse avec les bons. C'est-à-dire que si les nouveaux bons augmentent, les nouveaux bons du Trésor à 10 ans, donc du coup, les TLT baissent. Et vous comprenez que j'ai retourné la charte ici, donc la corrélation, elle est inverse. Donc,
c'est relativement normal, et c'est pour ça qu'en ce moment on a des banques qui ont des problèmes financiers, hein, notamment la crise bancaire dernièrement, tout simplement parce que ils avaient acheté des bons ici en pensant qu'on resterait dans des zones basses au moment où la Fed disait l'inflation sera transitoire, et que derrière eh ben, les bons ils ont perdu la moitié de leur valeur. Donc ils se retrouvent avec des bons qui auront une maturité, si jamais ils les ont achetés ici par exemple en 2021, qui auront une maturité en 2031, mais qui ne valent plus rien sur le marché de l'occasion si jamais ils ont besoin de liquidité, d'accord? C'est pour ça qu'on parle ici de certaines entreprises qui vont prendre des bons à 3 mois, 6 mois, 1 an et qui sont plutôt hedge par rapport à ce problème-là, ou à l'inverse, ici on parle également si vous prenez des taux à 10 ans, vous prenez une forme de risque. Donc quand on dit que les bons du Trésor sont risk-free, oui, c'est le cas si vous n'avez pas besoin de liquidité pendant 10 ans. À ce moment-là, vous aurez votre rendement, si vous les achetez aujourd'hui, à 5%. Et pendant 10 ans, vous les laissez arriver à leur maturité, ils expirent, et puis du coup, à ce moment-là, bah, bien évidemment, c'est bon, vous êtes bien. Si jamais vous avez besoin de liquidité en revanche, c'est-à-dire qu'au moment où par exemple vous allez vous dire je fais un arbitrage qui dit que je vais sortir de mon fonds en euros par exemple ou en dollars et que je vais aller chercher plutôt des stocks, etc. Si vous trouvez que le système des stocks et des actions est plus intéressant sur lequel arriver, à ce moment-là vous allez demander à votre banque cet arbitrage et votre banque va devoir, si jamais tout le monde le fait en même temps, tout simplement vendre des bons. Donc là où on a en ce moment quelque chose qui n'est pas extrêmement logique, je vous remets ici la charte à l'endroit, c'est que on a des bons qui sont en train de partir en fusée, alors que l'inflation à court terme baisse, ce qui veut dire que tout simplement le marché ne veut pas de la dette américaine en fait en réalité, et on a plusieurs effets leviers par rapport à ça. D'abord on a les Japonais et les Chinois qui ont arrêté littéralement, et les Russes bien évidemment, qui ont arrêté littéralement d'acheter de la dette américaine. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter le taux. Les bons du Trésor à 10 ans doivent être plus attractifs de manière à être plébiscité par le marché, d'accord? À partir du moment où ça rapporte 5%, je commence à me poser la question de peut-être qu'en risk-off, c'est quand même assez intéressant, etc. Et deuxième chose, excusez-moi, je m'en pose une toute petite seconde. Et deuxième chose, vous avez la Banque fédérale américaine, la Fed, qui, eh bien, tout simplement, est en train également en ce moment de faire du QT, donc du quantitative tightening, c'est-à-dire que les Américains sont eux-mêmes, au niveau de leur banque fédérale, en train de vendre des obligations qu'ils avaient achetées à un moment donné où personne n'en voulait. Ok, vous avez un problème, et c'est ce que gère le quantitative easing. Quand vous êtes à des taux extrêmement bas, comme c'était le cas ici, vous voyez ici, ça vous rapportait 0,60% de placer votre argent à 10 ans, et artificiellement, on va dire, la Banque fédérale américaine était en train d'acheter ici des obligations de manière à essayer de tout simplement faire remonter ces taux-là. Donc qu'est-ce qu'il se passait à ce moment-là? Ils les ont achetés très cher, ils sont en ce moment en train de les revendre à perte, on a imprimé pour perdre de l'argent, et d'un autre côté, ça n'a pas nécessairement servi à grand-chose, si ce n'est effectivement garder une forme de plafond, sinon on aurait eu des taux négatifs, c'est-à-dire que vous auriez été payé, vous auriez prélevé de l'argent pour que vous puissiez le placer. Donc c'est à ça que sert d'une certaine manière le QE, donc le quantitative easing, et le QT. Donc ça, c'est une première chose qui est importante à voir. Personne ne veut de la dette américaine en ce moment. Ok, pourquoi? Plusieurs choses. D'abord, trop d'impression. Ensuite, une dette, je vais vous mettre une petite seconde en pause également. Une dette qui ressemble à ça, c'est-à-dire 33 trillions. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous rappelez qu'on était à 30 trillions, ne serait-ce qu'il y a une dizaine de mois. Donc en 11 mois, on a pris 3 trillions, d'accord? Une dette de 100 000 euros par citoyen et de 255 000 euros par contribuable, d'accord? Donc on a un autre problème également, c'est que, étant donné que le GDP, donc le PIB, ralentit, et bien à ce moment-là, on a également moins de revenus. Alors je ne sais pas où c'est ici sur la charte. Voilà, vous le voyez là. Le federal spending est à 6 trillions. Et en face, on a
un déficit du budget qui va être à 2 trillions. Donc 4 de recettes contre 6 de dépenses. Si jamais je vous montre, on va essayer ici d'être précis et rapide. Ici, la dette américaine, vous voyez que, et là, vous avez le plafond de la dette. Donc à chaque fois, vous savez, aux États-Unis, le plafond de la dette doit être voté. À chaque fois qu'on l'atteint, à ce moment-là, on le relève. Ici, vous le voyez, on a suspendu le plafond de la dette jusqu'en 2025. Le plafond était ici. Qu'est-ce qu'il se passe? Boum, explosion. Et ils savaient que ça allait se passer comme ça, tout simplement parce que actuellement, vous avez des intérêts qui sont tellement hauts et l'État doit quand même se refinancer à chaque fois. À chaque fois que vous avez des bons à 10 ans qui arrivent à expiration, ils vont devoir acheter, mettre sur le marché plutôt des nouveaux bons à 10 ans qui, eux, vont être en ce moment autour de 5%. Donc vous avez une explosion de la dette, non pas parce qu'on explose les dépenses, mais parce qu'on fait moins de recettes, récession ou en tout cas ralentissement de l'économie d'un côté, et d'un autre côté également parce que l'intérêt de la dette explose. Donc on arrive dans une situation, ça je vous montrerai après, merci à Invest First qui est un super channel et duquel je tire ces charts-là, pas toute la vidéo, mais ces charts-là en l'occurrence. Et vous avez ici une dette globale, alors là on parle du monde entier, qui est monté à 101 trillions, principalement à cause de, on va dire, l'Angleterre, le Japon et la France, et puis les États-Unis bien évidemment. Et vous voyez qu'après des années 2010 qui étaient plutôt relax, eh bien les prix à l'augmentation et toutes ces choses-là font que aujourd'hui, le monde entier paye 22% d'intérêt sur sa propre dette. Donc quand vous travaillez 5 heures, il y a tout simplement, on le met comme ça, si vous avez 5 heures de productivité, voilà, on va le dire comme ça, eh bien, 1 heure sur ces 5 heures est tout simplement vouée à ne serait-ce que pas rembourser la dette, rembourser les intérêts de la dette, ok ? À qui appartient cette dette? Bien évidemment aux banques commerciales, aux investisseurs, à tous ceux qui, effectivement, hold des bons du Trésor à 5 ans. Ici, alors c'est des projections qui émanent de l'État américain, celle-ci, et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est tout simplement une dette ici qui explose, et là c'est des projections, hein, encore une fois, donc probablement pas mal de mensonges là-dedans. Ils considèrent que en gros, le déficit primaire avait énormément augmenté ici et qu'il va être diminué, mais si on prend ici l'intérêt, vous voyez qu'en 2051, on aura à peu près 2 fois plus d'intérêt, et là on parle d'une dette qui augmente très peu, 2 fois plus d'intérêt que de primary deficit, c'est-à-dire la vraie dette. L'intérêt annuel de la dette, il représente quoi en Bitcoin? Il représente 38 millions de Bitcoin, c'est-à-dire 2 fois les Bitcoins en circulation. Et encore, ce chiffre date un peu, puisque là on arriverait à 1 trillion. Et on est au-dessus en ce moment, puisque je vous le rappelle, on a fait 3 trillions d'augmentation. Bon, ça sous-entend aussi... oui, non, ça doit être ça. Ça doit être 1 trillion par an en ce moment, peut-être un peu moins. 1 trillion sur 10 mois. De toute façon, ceci est irréversible. Vous comprenez qu'il y a un tipping point, on appelle ça comme cela. Un tipping point à partir du moment où votre dette représente plus de 80% de votre PIB, ou... quoi qu'il en soit, entre guillemets, vous basculez de l'autre côté. Et on va arriver ensuite à la conclusion de cette histoire après et éventuellement les possibilités pour la crypto derrière. Alors, en l'occurrence, ici, eh bien, on voit qu'en 2033, juste ne serait-ce qu'en restant à 5,2 milliards par jour pendant les 10 prochaines années, et là on reparle de la dette américaine se placera hors dépenses supplémentaires à 50 trillions. On est à 33 actuellement. Et on parle de 2000, on parlait de quelle année? On parle de 2033, donc dans 10 ans, en restant au taux actuel. Maintenant, quelles sont les solutions pour... je vous ai pas traduit là le truc, mais c'est pas grave. Quelles sont les solutions pour l'État américain? D'abord, imprimer de l'argent pour payer ses intérêts. Donc ça, c'est une perte de pouvoir d'achat pour vous. D'évaluer leur monnaie de manière à, par ce biais-là, réduire la dette. Vous comprenez que comment on pourrait montrer ça? Imaginons aujourd'hui que j'achète une maison à 1 million. Imaginons qu'elle vale 10 millions dans X années. Je ne rembourserai comme dette que 1 million. Donc ce que j'aurais dépensé aujourd'hui, c'est d'ailleurs un très beau hedge contre l'inflation, consommé. Puisque finalement c'est toujours quelque chose que vous ne perdrez pas plus tard, mais il faut comprendre ça ici.
garder le service de la dette bas, c'est-à-dire repartir dans une idée de taux d'intérêt bas, tout simplement. Et là, on reprend de la dette un peu comme ce qu'ont fait les entreprises dernièrement, c'est-à-dire qu'elles se sont dit, bon, si jamais on est voué à avoir des taux d'intérêt qui finalement augmentent, eh bien, à ce moment-là... mais merde. Attendez, excusez-moi, j'ai des fenêtres devant, là. Je voudrais juste voir si... Ah ouais, d'accord, ok, d'accord, je comprends. C'est pas grave. C'est juste que... Voilà, ok, d'accord, autant pour moi. Donc on continue. Garder donc les frais bas. Garder l'inflation haute. Et ça réduit la dette parce que vous pouvez également publier des faux CPI, mais également... ça augmente le PIB, donc ça augmente les taxes. L'inflation, si vous avez par exemple, admettons, vous vendez la même chose au final, mais il y a eu une inflation sur ce que vous êtes entrepreneur, vous vendez un produit, le produit augmente dans ses prix, au final la TVA augmente dessus, toutes ces choses-là augmentent, votre impôt sur les sociétés va augmenter également, toutes ces choses-là vont bien évidemment augmenter, et vous allez vous retrouver à payer plus de taxes alors que en pouvoir d'achat constant, vous n'avez pas nécessairement fait plus de recettes, d'accord ? Et ici également, cette idée que si vous pouvez aussi augmenter la productivité, c'est-à-dire qu'on voit en ce moment, et j'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, j'ai parlé de toutes ces choses-là qui peuvent également, tout simplement, venir quand même faire plus de taxes. Maintenant, plus d'intelligence artificielle égale moins de gens qui travaillent. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Ça va augmenter certes la productivité de ceux qui travaillent, mais il va falloir trouver du boulot pour les autres. Donc ça, c'est entre guillemets un vrai souci. En tout cas, on est dans un monde vraisemblablement qui est passé de l'autre côté de quelque chose, et il faut bien comprendre ici que tout ceci propose des enjeux. J'avais fait une vidéo il y a de ça pas très longtemps où j'avais expliqué la corrélation des cryptos avec les taux d'intérêt à 10 ans, mais corrélation qui quelque part se casse de temps en temps et puis revient. Pour moi, et si je vous enlève ici ça, mais que je vous mets le BTC à la place tout simplement. J'avais déjà pas mal évoqué tout ça, mais en gros, qu'est-ce qu'on voit ici sur la charte? Alors j'espère que c'est clair. Je me remets, excusez-moi, hop. J'espère que c'est clair pour vous. Alors ce qu'on peut voir sur la charte, c'est en effet une corrélation ici positive entre les taux à 10 ans et le BTC. Ici on est plutôt pas mal ensemble aussi. Ici j'ai une hausse, mais les taux à 10 ans sont en train de baisser. Ici ça marche tout à fait bien ensemble. Ça c'était le premier bull run, ça c'était le bull run, le bull run de 2020-2021. Ici sur la descente ça marche tout à fait ensemble aussi. Ici ça marche à peu près ensemble. Et là on a des taux qui se mettent à descendre. On a un Bitcoin qui se met à descendre et des taux qui sont à l'augmentation. Donc là, pour moi, la raison de ça, c'est que Bitcoin est un hedge contre l'inflation dans son fondamental, mais ici, c'est la liquidité qui va commencer à parler sur BTC. Et donc BTC va être tradé ici. Ce que veut BTC dans toute cette zone-là, c'est tout simplement que, effectivement, Powell nous donne de l'impression monétaire, etc., qu'on arrête de arracher des liquidités au marché parce qu'il est tradé à l'inverse. En plus, je pense que Bitcoin, depuis lors, a été programmé au travers d'algorithmes qui suivent le S&P 500, qui lui va suivre une dimension relativement opposée. Vous connaissez la notion de risk-on, risk-off. Risk-on, je passe sur les actions. Risk-off, je passe sur du monétaire, des bons du trésor, etc. Et en ce moment, on est sur un scénario un peu bizarre, puisque je vais vous rajouter également le S&P. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like. On est sur un scénario un peu bizarre puisque là effectivement on était tout en bas là, des taux. En général, comment fonctionne la Fed? Elle va réaugmenter ses taux dans des périodes où l'économie va bien. C'est pour ça qu'en général tout se remet ensemble plus ou moins bien. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On était déjà à 0, on était en bas de l'escalier là, et on a en fait donné un scénario où
les bons du trésor n'étaient pas intéressants, donc du coup ces taux étaient obligés d'augmenter pour être effectivement les taux ici étaient obligés d'augmenter pour être attractifs. Donc on a un scénario où on est risk-on ici tout le long. Les taux ici que vous voyez là, donc en bleu chart là, les taux, eh bien, tout simplement, redeviennent attractifs puisque tout le monde se dit il va y avoir de l'inflation parce qu'on est en train d'imprimer. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, tout le monde se dit, bon, il y a un moment donné où si tout le monde rentre sur les actions, il va falloir que quand même les bons du trésor restent attractifs. Et vous le voyez ici, pour le coup, cette corrélation inversée ici, là, donc là, BTC s'accroche au S&P, et donc bleu et jaune, et à l'inverse, vous le voyez, on a des taux qui augmentent, d'accord ? Donc, on a un moment où BTC se raccroche au S&P par rapport à des algorithmes, par rapport à des choses où tout le monde se dit, ben en fait, étant donné que Bitcoin ici, pendant le Covid, avait corrélé avec le S&P, on va désormais le trader comme tel, via des algorithmes et des choses comme ça. Et puis, on n'avait pas de case ici nécessairement où mettre BTC en termes de régulation. Ce qu'on peut voir depuis, ben, c'est que tout le monde évolue ensemble, ce qui n'est pas extrêmement normal. C'est-à-dire que j'ai des taux qui sont à la latéralisation et dernièrement augmentation. Et à l'inverse, j'ai un Bitcoin qui augmente lui aussi et j'ai un S&P qui augmente lui aussi. Donc globalement, si on devait marquer des endroits où ces choses-là redeviennent presque normales, c'est ici. Sauf que ici, j'ai un rallye qui est contre nature sur le S&P et je pourrais vous ajouter aussi le gold, qui est un indice risk-on là-dessus. Je pourrais vous ajouter pas mal de choses qui vous montrent quelque chose d'un petit peu spécial en ce moment et qui n'est pas extrêmement logique. C'est-à-dire, on ne sait pas si le marché veut passer risk-on, risk-off, alors que d'habitude, c'est plutôt logique. Ce qui n'est pas logique également, c'est que d'habitude, encore une fois, la Fed va augmenter ses taux dans un moment où l'économie va bien. Et là, l'économie ne va pas bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que c'était clair. Ce mécanisme aussi de bien comprendre que les taux à 10 ans sont mis en place par le marché et uniquement le marché. Et ça, c'est extrêmement important. Également que en ce moment, on a des taux d'occasion qui du coup se cassent la gueule. En même temps, si je vous montre pour le coup juste le gold, Si je vous montre pour le coup le gold, eh bien vous avez également quelque chose qui, là pour le coup, n'est pas extrêmement logique non plus, théoriquement. Si je vais sur des bons du trésor et des choses comme ça et que je me dis que... Donc en fait ce qu'on peut voir ici foncièrement, c'est un manque de demande. Alors le gold était sur des plus hauts, il n'y a pas de souci là-dessus, mais quand même un manque de demande du côté du risk-off. Ici des taux qui sont à l'augmentation, mais pas parce que les gens... Pas parce que en fait c'est de plus en plus intéressant de passer au risk-off, mais juste parce que en ce moment la dette américaine n'est pas attractive. Et ici je vous l'ai mis aussi également, les États-Unis ont perdu le triple A ici, donc ça a bien évidemment joué également, les investisseurs qui se disent la dette américaine n'est peut-être pas aussi intéressante qu'elle y paraît, et bien évidemment ces chiffres ici qui sont en train de partir en sucette et qui nous montrent que quelque chose est en train de cuire. Conclusion de ce sujet. Pour moi, il y a peut-être, je dis bien peut-être ici, et je mets vraiment toute la prudence dans mes propos, et voilà, je suis extrêmement pragmatique de ce côté-là, mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pourquoi ? C'est-à-dire une sorte de reset. Une sorte de reset parce qu'on sait qu'on va dans le mur, et on sait qu'au bout d'un moment, on va rester dans de la période d'inflation, ou alors dans tous les cas d'extrême crise économique. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place également du côté des acteurs de ce que j'appellerais l'état profond. On peut donner ici plusieurs titres à ce type de... Mais typiquement World Economic Forum, toutes ces choses-là, etc., qui commencent à s'intéresser aux monnaies numériques de banque centrale, à la crypto. En ce moment, on a quand même la plupart des candidats aux élections américaines finalement qui deviennent pro-crypto. On a bien évidemment l'arrivée de BlackRock dans tout ça. BlackRock qui sait beaucoup de choses que nous ne savons pas au travers de son intelligence artificielle Aladdin qui tourne depuis des années et des années et qui a une analyse un petit peu sur ce qu'il se passe. BlackRock qui également avait conseillé la Fed au moment de la hausse des taux et qui
BlackRock qui a littéralement proposé Aladdin à la Fed, et la Fed a accepté, et c'est ça qui a fait que la descente des taux au moment du Covid a été aussi rapide, et que la rehausse des taux a été aussi rapide également. C'est pas que ça, mais on sait que BlackRock travaille avec la Fed pour estimer pas mal de modèles autour du CPI et autour de ces choses-là. Je dis pas que l'État profond est en train de préparer une redistribution des richesses qui serait vraiment dégueulasse, parce que ceux qui auront accès à la crypto, eh ben ça va être probablement via les ETF, ça va être via vos banques, et hier on a fait un sujet sur le fait, est-ce que Gary Gensler n'est pas en train de retarder les ETF, on l'a vu encore aujourd'hui, pour tout simplement que les banques arrivent à se mettre dans ce train dans lequel elles ne sont pas, garder les banques commerciales dans cette possibilité d'accéder à un ETF. Tout cela serait évidemment extrêmement... imaginons que les États-Unis fassent un défaut de paiement, puisque c'est ça en fait le sujet. En réalité, c'est à un moment donné, les États-Unis ne peuvent plus payer, et on le voit en ce moment avec un potentiel shutdown qui arrivera après-demain, s'il arrive, si personne n'arrive à un accord, toute l'administration américaine va fermer, faute de loi de finances et de budget, et donc du coup on aura pendant une semaine, 2 semaines, je sais pas combien de temps exactement, mais une administration américaine qui va tourner au ralenti et qui ne va pas traiter les sujets du moment, c'est-à-dire, je vous parle ici des juges, je vous parle... de toute l'administration autour. Peut-être que d'ailleurs le 10 septembre-octobre, le 10 octobre, on n'aura pas de CPI, c'est possible, parce que l'administration est fermée, ils n'arrivent pas à calculer le prochain CPI. Toutes ces choses-là sont des indices, toutes ces choses-là sont des moments. Alors on pouvait crier également au loup, il y a ça bien longtemps, 33 trillions ici, on pouvait. Mais il y a un moment donné où la boule de neige, elle fait avalanche, et il y a un moment donné où, bien évidemment, le risque, presque à la limite, il est plus intéressant en ce moment, on peut même partir de là-dessus, de posséder soit des stocks, soit du Bitcoin, parce qu'au moins vous avez un actif. Si l'État américain fait défaut, on va dans quoi ? On va dans ok, c'est pas grave, on va imprimer, puisque c'est la seule solution, puisque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure quelles étaient les solutions, il n'y a pas grand-chose d'autre que d'avoir plus d'inflation, et c'est soit en gros plus de recettes, donc plus d'inflation aussi, plus d'inflation égale plus de recettes, puisque je vous l'ai expliqué, quand le GDP augmente, eh bien les recettes augmentent, quand l'inflation augmente, elle augmente artificiellement le PIB, et à ce moment-là, les recettes augmentent également, mais on est arrivé là à des points où le service de la dette, soit on dévalue littéralement la monnaie, donc on dévalue la dette, donc on dévalue l'argent de ceux qui la possèdent. C'est-à-dire que si à un moment donné je vous dis $1 ne vaut plus $1, mais il vaut désormais $10, eh bien à ce moment-là, votre créance a été divisée par 10, d'accord ? Donc beaucoup de gens pensent que la dette américaine, mais la dette française également, la dette de tous les pays occidentaux et plus, la dette mondiale, on est arrivé à un moment donné où elle devient toxique. Et peut-être que le plan de l'État profond, d'une certaine manière, c'est de donner une régulation favorable, un accès favorable à une nouvelle monnaie qui pourrait éventuellement être accumulée. Alors c'est pas ce qu'on voit du tout au spot en ce moment sur BTC. Par contre, ce qu'on voit en ce moment, c'est peut-être beaucoup d'échanges OTC. En tout cas, assez peu de manières de le savoir si ce n'est on-chain. Et on-chain, on peut pas réellement dire une baleine est une baleine. On peut pas réellement. Il suffit que je split mon portefeuille Enfin, le on-chain est extrêmement intéressant. Mais ce qu'on voit surtout en ce moment, c'est du hold, c'est-à-dire des BTC qui ne bougent pas, qui ont été achetés il y a un certain temps et qui ne bougent pas. C'est la seule chose réellement, avec bien évidemment qui est en perte, il y a des tas de choses intéressantes, mais entre guillemets, c'est assez facile de passer pour un fiche alors que vous êtes une baleine. J'espère que ce contenu vous a plu ici, c'était assez long effectivement, mais on est vraiment rentré au fin fond du sujet de la dette américaine, à quel point elle est toxique, à quel point toutes ces choses-là nous emmènent probablement vers soit un grand reset, soit autre chose. Je pense qu'il y a encore une jambe haussière, personnellement, c'est mon avis, je pense que ces choses-là le problème va se poser pour moi plutôt en 2025, au moment où on va remettre en place le plafond de la dette, et là il faudra voir où on en est, et il faudra voir comment ça se passe. Je pense que l'inflation va persister encore un petit peu, même si on va toucher les 2% probablement, ou en tout cas on va s'en rapprocher. Ça va donner un petit peu des montagnes russes, je dirais, je pense, sur les marchés, quels qu'ils soient. Je pense que Bitcoin, à un moment donné, va se décorréler du marché action, et qu'il va trouver sa vraie fonctionnalité, qui est plutôt celle quand même d'un asset anti-inflation, sur le fond. Et voilà en gros comment je vois les choses personnellement à extrêmement long terme, vous l'aurez compris.
Néanmoins, on aura un souci en 2025-2026 à mon avis, et le sujet, ça sera celui-là. Surveillez bien les taux à 10 ans, surveillez bien également si Bitcoin reprend bien sa corrélation d'avec eux et inverse peut-être un petit peu sa corrélation avec S&P. Le problème de Bitcoin, c'est pour le moment, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de cas d'usage, il n'y a pas réellement non plus de régulation, et que toutes ces choses-là font que c'est un peut-être, et c'est pour ça qu'on le traite comme une action, soit du Nasdaq, soit du c'est comme si vous investissiez sur Apple dans les années 90 en fait. C'est bon, voilà, c'est peut-être. Voilà, on va traiter la liquidité maintenant. Désolé, sujet assez long. C'est déjà des choses, des contextes, des choses que j'ai abordées beaucoup sur la chaîne et que je continuerai à aborder de toute manière puisque moi personnellement ça m'intéresse et je fais le channel que j'aurais aimé écouter. 80 millions de liquidés hier, dont un peu plus de la moitié sur Bitcoin, Ethereum. J'en profite pour vous dire une nouvelle fois, le Discord, le bouton rejoindre pour avoir les vidéos privées qui sont postées tous les jours. Le Discord également qui peut vous donner accès à ces vidéos et le like qui doit être systématique. Donc, on a parlé des liquidations. Ici, on est sur le carnet d'ordre. On commence à s'approcher de certains ordres à la vente ici. On en a touché quelques-uns là. Beaucoup d'ordres qui se sont faxés à l'achat. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le momentum donne envie aux acheteurs de rentrer à des prix supérieurs que ceux auxquels ils étaient positionnés avant. Donc ça, c'est plutôt bullish. Vous le voyez ici, on a des ordres qui disparaissent. Avant, on voulait acheter sous les 26. Maintenant, on veut acheter entre 26 et 26,5. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a traversé 2 ordres à la vente ici. Est-ce qu'on a des ordres à la vente qui disparaissent? Pas vraiment. Peut-être un tout petit peu là, mais c'est pas flagrant. Hein. Ça pourrait dire aussi là que le sentiment est en train de passer, entre guillemets, ah ben je voulais vendre à 27, ben finalement je me ravise. Aujourd'hui, on avait une clôture d'options ce matin à 10h qui nous disait que on devait terminer à 26,5 si je ne me trompe pas. On va regarder à combien on était ce matin à 10h, parce que c'est une clôture trimestrielle, donc c'est important. On va se mettre sur le spot, par contre. 26,5, ben on a terminé au-dessus. Pour moi, on était au-dessus ce matin à 10h. Largement, même. Alors, j'aurais dû faire une capture d'écran pour voir qui ici est rentré, qui est sorti. 10h aujourd'hui. 10h aujourd'hui, et ben... on était quelque part autour de 27,2 et vous voyez qu'on a eu derrière un prix baissier. Donc peut-être que ceux qui ont gagné, puisque quand vous passez une option, vous gagnez des bitcoins, tout simplement, à un prix, c'est-à-dire entre 26,5 et 27, il y a du monde qui a gagné tout simplement son pour le coup c'était un call, pardon, qui ont gagné leur call, peut-être que ce sont eux qui commencent à les vendre aujourd'hui. Parfois, ça arrive quand il y a des très gros gains sur les options, que les gars touchent leur BTC et les revendent instantanément en se disant que ça va peut-être baisser. Bref, en tout cas, bravo à eux. Ici, très propre sur les marchés en levier pour moi. En tout cas sur ce qui est pris à la hausse. Bon, alors comment on se construit depuis la vidéo que j'ai faite hier? J'ai dû faire la vidéo par ici. On s'est construit excessivement sur du short jusque là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le niveau qui est celui-ci, là. Et je trouve que le niveau est pas mal shorté. Donc on peut peut-être le mettre en 2 pixels. Est-ce qu'on va y aller tout de suite ou est-ce qu'on va descendre avant? C'est une bonne question. En tout cas, on peut voir ça. On peut voir également ici une réminiscence de longue. Là. D'accord. Bon, le prix est certes à l'augmentation, mais on peut considérer qu'il y a effectivement quelque chose dans cette zone-là. Alors, comment on va faire? On va faire ça, on va le mettre à peu près par là. Ici. Donc ici, on a un point également à venir chercher en ce qui concerne les longues. Derrière, énorme augmentation de l'open interest, ici, vous le voyez, et principalement, et sur du long au début, et sur du short à la fin. Donc ici, beaucoup de short. Et j'en ai fait partie d'ailleurs de ceux qui se sont fait attraper, puisque j'ai raté une entrée short ici là-dessus. Derrière, on se construit pas mal sur du long, sur la descente. Vous le voyez ici, paf. Donc c'est probablement du short qui prend profit. On en a certainement un petit peu ici sur la zone, mais c'est également du long qui rentre, notamment assez fortement jusque là. Donc on peut estimer également que ici on a un point, et personnellement j'irais jusqu'à le mettre en 2 pixels, puisque c'est assez flagrant. Derrière... long encore une fois jusqu'en haut ici, et derrière un tout petit peu de short
encore qu'on est en train de griller ici de l'open interest de longueur. Donc voilà, je mettrai juste ces deux niveaux-là, ici, à potentiellement venir chercher. On a rajouté ce niveau-là, vous le voyez, au 26 300. Pour le moment, on a quelques niveaux en fraîcheur, on a plus de niveaux, vous le voyez, bah, ça tient à l'action de prix aussi, hein, mais on a plus de niveaux frais en longue que de niveaux frais en short. On va voir ici si les vendeurs prennent le momentum ou pas. Hop. Ensuite, Ether, bah, c'est tout aussi propre. On avait du monde qui était rentré ici en longue. Derrière, on se construit. On a un gros short qui était rentré là. On se construit en short, mais les niveaux sont pris. Ensuite, on se construit en longue à partir de là. Donc, on va faire ça. Hop. Et hop. Ici, donc on se construit un. Ici, du short, mais le niveau a été pris. Ici, un tout petit peu de longue également. Donc, on aurait peut-être quelque chose ici par là, mais je ne vais pas le mettre. Et puis, très légèrement du long à nouveau. Donc, on a toute cette zone ici qui est potentiellement longuée. Est-ce qu'on est shorté sur le top? C'est pas flagrant parce que le prix descend ici. C'est également, le top est extrêmement récent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-ci en 2 pixels. Comme ça, on sait que voilà, c'est probablement un niveau qui pourrait être traversé. Et derrière, on va enlever celui-là. Donc, même chose sur Ether. Tous les niveaux à prendre en short sont quand même relativement vieux, même si là, le 2 pixels vient d'apparaître également. Possibilité de prendre le top à 1680. Et possibilité de retracer tout le mouvement également, si jamais les vendeurs prennent le momentum. Ensuite, les poches de liquidité, et désolé, c'est une vidéo qui sera assez longue. Eh bien, en gros, beaucoup plus de longueur que de shorter, ça tient à l'action de prix aussi. Pourquoi? Parce qu'on sort du shorter et on enclenche plus de longueur sur la descente. Attention, ça commence à être conséquent cette histoire, c'est-à-dire que 10 milliards. On a une petite poche de liquidité au-dessus, allez, on va dire jusqu'à 27,4. Le prix pourrait y aller maintenant, hein, et laisser gagner une partie de ces mecs-là. Maintenant, vous voyez que la liquidité, elle est jusqu'à 25,6. Liquidité intermédiaire que je qualifierais d'être à 26,6. On ira faire la conclusion ici pour dire comment ça pourrait se placer, etc. On n'a pas de très grosses bulles, hein, ici, comme on l'avait par exemple eu là en longue et comme on l'avait eu là en short. On n'a pas de très gros niveau d'open interest, je dirais, qui rentre d'un coup. On a plus une multitude de petits traders que de la très grosse position institutionnelle. Alors, pour le coup, sur Ether, on a eu un gros long, là. Donc, on a des chances, ici, de venir éventuellement prendre le niveau x100 de celui-ci. Et vous voyez qu'on a flirté avec, là. Est-ce que ça a été pris ou pas? On va voir. Ensuite, ce qu'on peut ici voir également, c'est qu'on avait ce short qui était rentré là et ça nous a donné le dernier push en haut. Personnellement, je pense qu'on va continuer ici dans ce canal baissier pour le coup, maintenant qu'on a vu cette position. Et sur Ether, j'ai pas le sentiment qu'il y ait autant de positions en place que sur Bitcoin sur la montée. Bon, si, quand même, si. Donc, sous la structure, on pourrait aller, et même chose ici, quelque part autour de... Allez, si on prend tous ceux qui sont là, 1620, un retracement 1620. En tout cas, certitude d'aller à 1867, en tout cas, certitude des bonnes chances. Là, 12 heures... Le sentiment du moment sur BTC, il est mitigé. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas énormément d'open interest en cours. Même si on a eu cette poussée, vous l'avez vu, un petit peu comme on avait eu avant-hier, où il y a 3-4 jours. Et ici, sur la 7 jours, peut-être un petit truc à prendre au 27,5, 27,6. Mais désormais, la liquidité intermédiaire, pour moi, elle est plutôt effectivement dans la zone en dessous. D'où cette idée d'aller jouer cette fameuse zone en dessous. Et puis, ici, également, on a des choses jusqu'à 25 300. On commence à en parler depuis un certain temps maintenant sur la chaîne. Si jamais il y avait flash crash, ça serait un très bon niveau pour ne pas altérer la structure haussière en daily, mais néanmoins venir prendre de la liquidité plus bas. Ethereum, on est plutôt longué sur les 12 dernières heures, donc sentiment longueur. Attention si vous êtes en long, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement casser. Ethereum a très bien nettoyé ça une semaine, enfin ce qui était frais ici, en faisant ce mouvement à 1790.
Désormais, bon, soit ça pousse, soit on construit ici, on reste en haut et on construit du short avec, vous savez, ce genre de structure un petit peu larvée à la descente qui déclenche beaucoup de shorts en se disant, bah ça y est, on est en train de descendre et finalement on revient par-dessus la structure et on vient tout retourner, soit tout simplement on se dirige vers la liquidité fraîche et il y en a jusqu'à 1530. Personnellement, je pense que ce qui est le plus frais et le plus joli ici, voilà, un retour au 1600 pour Ethereum ne serait pas déconnant à voir, voilà, en tout cas c'est mon avis. On va maintenant sur le BTC, on va rester ici en 1 heure. Alors, plusieurs possibilités ici. D'abord, comme je l'ai évoqué, cette idée de faire une structure légèrement en descente, comme ça, une sorte de bull flag finalement, qui enclenche du shorter. C'est-à-dire que là, ça énerve les shorters, ils se disent oui, c'est en train de descendre, ça va cracher, et finalement, on n'y va pas. On vient d'abord les chercher, vous comprenez qu'ici, ça nous donnerait une target à peu près comme ça. Bon, là, je vous la mets à l'arrache, mais... Le mât reporté au point de cassure via le bas du flag, 27 800. Possible, ça serait pas mal, au sens où on garderait ici 27 480, enfin on viendrait prendre la liquidité au-dessus, là il y a de la liquidité, d'accord, et on viendrait chercher un reste de gap qui se trouve à peu près par là. Là on est sur le spot, on va passer sur les dérivés, puisque chez nous on trade plus que ce qu'on regarde le spot. Soit tout simplement on a notre double top ici, c'est-à-dire que en gros si on prend ici la structure 1 heure et qu'on se pose les questions, soit on a notre double top et là du coup pas de flag, retour en bas de la structure, 2600 pour moi, première chose à laquelle réfléchir, c'est peut-être se hedger autour de 820 justement au cas où on fasse flag, derrière 2600 et potentiellement ici pour le runner 25,2 et peut-être un TP encore ici autour des 25,8. Donc deux possibilités. Laquelle personnellement je privilégie celle-ci. À ce stade. Je privilégie le double top, le retour au 2600, le fait que ce niveau-là permette d'attaquer cette trend, un fake out ici qui nous emmène légèrement, en tout cas au-dessus de ce point-là. Pas forcément au 28,2 effectivement, et derrière je vois pas trop, donc je l'ai poussé un peu trop là, celui-ci, un fake out comme ceci, hors des deux trends là, fake out, qui nous emmène au-delà de ce point là, mais ne viennent pas chercher celui-ci, et derrière un retracement, se retrouver ici quelque part entre 25,2 et 25,6 pour nous donner la vraie cassure haussière. Si jamais en revanche, quand on vient retester ce point-là, on s'arrête une nouvelle fois ici, et que là on perd ce point-là, à ce moment-là la continuation sera baissière. Donc en tout cas j'ai mon scénario ici, moi personnellement privilégié pour les prochains jours, prochaines semaines. Ça peut évoluer en fonction de ce que je vais voir bien évidemment, mais voilà un petit peu pour l'instant mon avis sur la structure 1 heure. Donc je crois pas mal dans ce rejet-là. Néanmoins, attention à un potentiel flag qui pour le coup vienne chercher plus haut et tout de suite venir prendre la liquidité. Et il y en a qui se trouvent ici. Vous le voyez, cette box-là, en gros. Ça, c'est possible. Soit on donne de l'air, on remonte après. Soit on ne donne pas d'air et on vient chercher tout de suite. Je pense que ça va dépendre d'ailleurs de... En ce moment, je regarderai bien beaucoup la liquidité, moi personnellement. Et je regarderai beaucoup, qui rentre en short actuellement, qui rentre en long, comment ça se positionne de ce côté-là. Voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Encore une fois, vous le savez, quand il y a un sujet, si jamais il ne vous intéresse pas, théoriquement, vous devrez avoir une vidéo qui fasse une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Quand il y a un sujet, ça dépasse et ça prend du temps, etc. Et moi, c'est comme ça que j'aime faire ma chaîne. Donc, si jamais ça ne vous plaît pas, je vous invite à aller regarder des gens qui font ça très bien. Des vidéos de 10-12 minutes, assez relaxantes, reposantes, avec des jolies images, etc. Et il n'y a aucun problème avec ça. Ça veut dire que simplement, cette chaîne ne vous correspond pas. Ensuite, je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, la question du jour, elle sera sur...
Eh ben, elle va porter sur Bitcoin pour une fois. Voilà, quel est votre scénario d'une certaine manière? Qu'est-ce que vous envisagez? Du coup, ça va être probablement des commentaires fleuves, mais pour le coup, pour une fois, ça sera une question à la con qui porte sur la crypto. Donc du coup, voilà, lâchez-vous dans les commentaires quels sont pour vous. On va dire ce que vous voyez, pas nécessairement même dans la structure 4 heures. Voilà, donc horizon 2-3 semaines. Quels sont les scénarios que vous envisagez? C'est toujours bien de partager. Et encore une fois, pour partager, vous avez le Discord en description de la vidéo. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.